T'attends quoi pour t'inscrire? Eux autres, ils l'ont compris l'affaire. Je m'appelle Nicolas Ray. Je suis président du Collège MREX. J'ai accompagné près de 3000 investisseurs gradués de notre collège. Ce que je remarque, c'est que tout le monde veut augmenter sa valeur nette, mais personne calcule ce que ça veut dire concrètement. Je vais faire l'exercice avec toi. 100 000 de valeur nette, ça correspond à environ 5 000 de revenus annuels additionnés, capitalisés à un cap rate de 5 5 000 par année, divisé par 12 mois, ça fait 416 $ par mois. Sur un immeuble de 6 logements, ça représente une amélioration de la performance de ton immeuble de 70 $ par mois. As-tu déjà augmenté un loyer dans un immeuble? Si oui, ben tu sais déjà comment créer 100 000 de valeur nette. Tu savais juste pas que c'était ça. Puis au bout de camp, 100 000 $ en 6 mois. Du 8 au 12 juin, je vais te montrer comment chiffrer chaque opportunité avec cette même logique. Je vais t'offrir plus de 3 000 $ de valeur, d'outils concrets. Inscris-toi dès maintenant. Bon mardi tout le monde, bien content de vous retrouver. Aujourd'hui, avec Mathias Haché, on va parler du nouvel avis 275 de la SCHL, une nouvelle annonce de leur part d'augmentation des dépenses normalisées. Sans surprise, c'est quelque chose qu'ils font à peu près aux 2 ans, mais qui va avoir un impact considérable sur nos proformas. Donc, on regarde les détails à l'instant avec Mathias. Bonjour Mathias, content de te retrouver. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, et toi, Justin? Ça va, merci. On a eu une autre nouvelle surprenante de la SCHL, on va se le dire. Elle nous a habitués dans les dernières années aux annonces du début juin, fin mai, là, et encore une fois, cette année, elle répond à l'appel, ou en tout cas, elle respecte sa tradition, ça dépend qu'on veut le nommer, et elle décide d'augmenter donc les fameuses dépenses normalisées qui apparaissent dans tous les proformas de tous nos auditeurs. Évidemment, je présume, puis tu sauras nous l'expliquer, à cause notamment de l'inflation et donc rehausse des dépenses, ce qui va signifier au bout de l'année, on le sait, des montants en prêts qui vont être diminués par rapport à ce qu'on connaissait dans nos proformas actuels. Le tout dans un délai très limité pour agir en plus, soulignons-le. Je te laisse nous présenter les nouveautés que la SCHL nous a annoncées, pas plus tard qu'hier. Ton introduction était parfaite, comme d'habitude, Jocelyn. J'enlèverais peut-être le surprenamment. Cette partie-là, ça, on s'en attendait quand même pas mal, nous, de notre côté. Ça fait un bout que ça se parle. C'est quelque chose qu'ils font de façon, je dirais, aux 2 ans à peu près, là, où on vient réajuster le tir avec l'inflation qu'on a eue dans les années passées. C'était un peu inévitable. Il y avait eu d'autres rumeurs. Bref, on n'embarque pas dans ces rumeurs-là. On attend vraiment d'avoir les avis. Et c'est un avis qui est sorti hier soir, en fait, hier en fin de journée. Qui vient faire... en pré-enregistrement, fait que c'est hier soir au moment où moi et Mathias, on se parle. Ça se peut qu'il y ait une couple de jours entre le moment de la diffusion, c'est dit. Exact, exact. Et puis, bien évidemment, bon, il y a un deadline qui est très court, qui est le 8 juin. Donc, on va se le dire, présentement, au moment où on se parle, les prêteurs ont des dossiers sur leur bureau à pu finir. C'est incroyable le backlog de dossiers qu'il y a sur les bureaux des prêteurs présentement en souscription pour pouvoir envoyer à la SCHL. Et ça, on en avait parlé dans les différents radars dans le passé que ça allait venir éventuellement, que les banques seront plus capables de suivre la cadence, mais présentement, ils ont beaucoup de travail sur leur bureau et ils doivent engager. Ce qui fait en sorte que même si en date d'aujourd'hui, on décidait d'envoyer un dossier, il y a quelques banques qui sont en mesure de soumettre, mais la plupart, c'est fall-ball, là. Le dossier ne partira pas. Donc, c'est sûr et certain que ça a un impact qui va être assez négatif sur les financements. Vous le savez, plus on augmente les dépenses normalisées, plus ça fait en sorte que notre revenu net d'opération est faible et qu'effectivement, on est capable de financer moins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre le temps de remercier tous les auditeurs de la MREX, du radar, depuis 2023 exactement. J'ai regardé, ça fait depuis été 2023 que je fais le radar.
Et je suis extrêmement choyé d'avoir été choisi par la MREX pour pouvoir avoir cette prise de parole-là avec vous à tous les dîners, comme ça. Donc, ça fait déjà plusieurs années que je le fais. Et je vous annonce aujourd'hui que c'était mon dernier radar. Donc, c'est officiellement mon dernier radar avec vous. D'autres projets, d'autres choses, c'est très aussi demandant en termes de niveau de temps, là, et bien évidemment, tout ça est fait de façon bénévole. Donc ça fait en sorte que ça a un impact quand même sur mes journées. Et avec une équipe, à un moment donné, on doit bien évidemment choisir ses batailles. Je vais continuer de redonner avec la MREX de différentes façons, mais ce ne sera plus avec le radar. Donc, je voulais remercier les gens qui m'arrêtent dans les événements pour me saluer ou tout ça, ou même aux policiers qui m'ont sauvé un ticket parce qu'ils m'avaient vu sur le radar. Donc, j'apprécie. Donc, blague à part, j'apprécie vraiment le temps avec vous. Et puis, je vais vous donner un dernier bon radar aujourd'hui. Merci beaucoup, Mathias. Toi et moi, ça fait à peu près 1 an et demi maintenant qu'on collabore sur le radar. Tu es toujours prêt. Ça paraît que tu es préparé. Justement, tu dis que tu mets du temps là-dedans. On livre, je pense, un contenu de haute qualité aux auditeurs. C'est très apprécié. On parle de sujets vraiment divers. Donc, vraiment, merci pour toute la contribution que tu donnes depuis 2023. Ça va être un grand plaisir de collaborer avec toi. Puis, je suis sûr que les auditeurs vont s'ennuyer, mais il y aura d'autres occasions de te revoir, c'est certain. Exact. Donc, comment ça s'est passé tout ça, l'avis 275? On a reçu un premier avis il y a quelques jours, puis là, on va essayer d'être intemporel parce que je ne sais pas quand est-ce que la capsule va être diffusée, mais on a reçu un avis il y a quelques jours qui mentionnait une révision, en fait, de la façon dont les prêteurs vont faire leur révision annuelle. Donc, on le sait, là, dans les derniers mois, vous en avez entendu parler avec, que ce soit Sacha ou Roxane ou moi, que les prêteurs ont des révisions annuelles à faire sur l'APH Select. Et les prêteurs avaient, bien évidemment, énormément de travail à faire avec la clientèle. Et ça faisait en sorte que ça venait créer un goulot d'étranglement pour eux à l'interne parce que, tu sais, je vous dis qu'ils ont beaucoup de dossiers sur leur bureau présentement, mais ajouter à ça, en plus, toute la souscription des révisions annuelles, ça en fait beaucoup. Donc, la CHL, sans entrer dans les détails, est venue donner un peu des guidelines aux prêteurs pour dire, regarde, voici un petit peu comment on va vous assouplir quelques points. Puis, bien évidemment, là, au niveau de l'abordabilité, il laisse 60 jours pour pouvoir corriger la situation. Bon, il y a quelques points majeurs qui viennent faire en sorte que ça donne un peu de répit. Par contre, ils viennent resserrer la vis. Ils ne disent pas qu'on peut pas faire, qu'on peut faire un peu notre abordabilité comme on veut ou l'efficacité comme on veut. Pas du tout. Au contraire, ils ont resserré les règles en mode ils vont faire un suivi très strict là-dessus. Par contre, ils laissent plus de délai aux prêteurs et c'est ce qui va permettre de libérer un petit peu les dossiers sur le bureau parce que, bon, j'imagine qu'ils vont pouvoir redistribuer les effectifs au bon endroit dans ces fonctions-là. Et là, ça, c'est un volet administratif de gestion des institutions bancaires que la SHL a laissé aller, dans le fond. Aucun impact sur vous, là, les auditeurs. Ça, je vous le dis parce qu'on l'a vécu, c'est tout. C'est juste pour mettre un peu la table sur la discussion qu'on a aujourd'hui. Et là, bien évidemment, bon, comme d'habitude, il y a des gens qui disent qu'il n'y aura pas de changement, il y en a d'autres qui disent qu'ils ont des changements, bon, peu importe. Nous, ce qu'on a fait à l'interne, c'est qu'on a dit à nos clients, puis en passant, des fois, je vois des gens essayer de capitaliser sur le fait de dire essayer de faire peur aux gens, tout ça. Arrêtez. C'est pas une question de faire peur aux gens. C'est une question que si mon client il attend après moi, puis qu'il veut que son dossier sorte, je ne peux pas prendre la chance, moi, en tant que courtier, de dire pas grave, je vais mettre les 2 pieds sur le pouf, il y a des bonnes chances qu'il n'y ait pas de changement. Ce n'est pas une question d'essayer de squeezer les clients. En tout cas, il y a des gens qui essayent de nous faire passer un peu pour du monde qui veulent essayer de closer des dossiers. Les dossiers étaient déjà closés, les clients me donnaient déjà le mandat. Ce n'est pas ça la question. La question n'est pas d'essayer de rentrer des nouveaux mandats. C'est de faire en sorte de faire sauver de l'argent à nos clients, puis d'avancer les dossiers de façon efficace pour éviter ce qui vient d'arriver là présentement. Et la plupart de mes clients vont éviter cette partie-là. Il y en a une partie qui ne pourront pas malheureusement parce que bien évidemment, ils sont rentrés un peu trop tard, puis étant donné les délais très courts. Mais si on avait resté les 2 pieds sur le pouf en pensant que tout était correct, vous allez voir là, ce que ça donne dans un financement. Là. Il y a bien des clients qui auraient été déçus de ça. Donc, je voulais faire une petite pointe là-dessus parce qu'il y a des courtiers des fois qui essayent je sais pas, ils veulent de l'attention, des choses comme ça, puis c'est ça. C'est correct, tant mieux pour vous si ça marche. Nous, de notre côté, on fait notre travail et on s'assure que les gens aient leur financement de la bonne façon. Donc,
on a reçu la nouvelle avis qui est sortie. Et bon, on avait déjà informé nos clients, accélère un petit peu la commande des documents, est-ce qu'on aille plus vite dans le dossier, dans le mandat, ça va me prendre ça. Donc là, on avait comme un peu placé nos billes. On reçoit l'avis, bien évidemment. Et là, ce que ça vient faire, c'est simple. Puis j'aurais aimé vous le partager à l'écran, mais moi, je l'ai ici. Là, si jamais vous le voulez, écrivez-moi, ça va me faire plaisir, je vais vous l'envoyer. C'est juste que de la manière que les normalisations SCHL fonctionnent, c'est différencié de 3 façons. Donc, on a bois-brique, 11 unités et moins. On a 12 unités et plus bois-brique et on a béton. Hein. On vous rappelle, c'est comme ça qu'ils sont inscrits dans le manuel. Et là, je vous le lis parce que j'ai pris des notes. Là. Entretien, réparation, on passe de 610 la porte actuelle à 700 la porte, donc 90 d'augmentation par porte, soit 14,8 d'augmentation. La gestion, on parle de 4,25 du RBE qu'on avait avant à 4,50, donc 0,25 de plus. Salaire, on passe de 215 à 250, donc 35 de plus, donc 16,3 d'augmentation supplémentaire. Les thermopompes électroménagers, tout ça, ça ne change pas. On est à 60 et 190 par thermopompe ou par électro. On a réserve ascenseur qui passe de 300 par mois à 315 par mois, donc 15 de plus par mois. Et j'attire votre attention sur cette ligne-là qui est autre coût. Autre coût n'existait pas avant. C'est nouveau. Et l'autre coût, c'est 1 du RBE. À mon sens, et comme je vous dis, là, c'est sorti hier soir, donc on n'a pas testé de dossier encore, mais on vous le dit depuis très longtemps au radar, les souscripteurs ont une latitude de venir resserrer quand ils sentent que le dossier est risqué. C'est une façon de dérisquer le dossier. Et je crois que ce 1 %-là va être appliqué justement dans des dossiers qui sont beaucoup plus risqués ou qui vont avoir une atténuation de risque nécessaire à tout ça. Donc, est-ce qu'il va être appliqué tout de suite en amont? Je crois que oui. On va devoir le mettre dans nos proformas, mais je pense qu'il va y avoir sujet de discussion dans les dossiers. Et en passant, il y a toujours sujet de discussion dans les normalisations, dans le sens où, comme un ascenseur, si on revient avec un contrat de service officiel qui mentionne un prix moindre, là, je ne l'ai pas calculé, je pense que c'est 3378 de nouveau, là, bref, quelque chose du genre. Mais si on arrive avec un contrat officiel qui est sous cette barre-là, eh bien, on va pouvoir utiliser cette partie-là, tout simplement. Donc, utiliser le contrat de service qu'on va avoir présenté. Bois-brique, 12 unités et plus, on revient au mono. 610 la porte à 700, même chose, 90 de plus d'augmentation entre les deux. Gestion, dans ce cas-ci, on reste à 5 du RBE, donc bonne nouvelle pour cette partie-là. Salaire, 365 la porte à 400 la porte, c'est 35 d'augmentation, c'est 9,6 d'augmentation. Réserve électroménager thermopompe, même chose. Réserve ascenseur, 300 à 315, 15 de plus par mois. Et autre coût à 1 du RBE, ce qui est nouveau. Béton, maintenant, on finit là-dessus. Évidemment, je ne l'ai pas dit, mais taxes, assurance, services publics, tout ce qui est dépenses autres, il n'y a pas de normalisation à ça. On se comprend bien, là, c'est l'effectif réel qu'on a. Donc, entretien et réparation pour du béton, et c'est là que moi, je pense que ça fait le plus mal pour le béton. On est à 925 à 1040, c'est 115 de plus, c'est 12,4 de plus d'augmentation. Gestion, on reste à 5 salaire de 610 à 670, c'est plus 60 par mois, donc 9,8 et la réserve pour autres coûts. N'oubliez pas que dans le brique et bois 12 unités et plus, quand on a des aires de service autres, il peut y avoir une réserve structurale aussi qui est applicable, hein, qu'on entend un peu moins parler, mais je vous confirme, quand on fait du brique et bois, j'ai mes propres projets aussi perso de plus grande envergure, mettons, et souvent, quand il y a des aires communs pour les locataires, des choses comme ça, piscines communes, des choses comme ça, on va avoir une réserve structurale. J'ai même vu des piscines sur le toit de des projets où ils appliquent des normalisations un peu custom-made. Donc, je pense que le 1 du RBE, qu'on appelle autre coût, va servir un petit peu à ça. Va servir au fait de dire, ben écoute, moi, ça, je trouve ça un peu trop risqué, ou ça me semble, tu sais, un petit peu trop sur la ligne, on va augmenter le poste de dépense. On a même vu des dossiers se faire normaliser à 30 des dépenses. Fait que je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le crédit se ressent. Puis,
on vous le dit encore là, je le répète souvent, on vous le dit, mais c'est vrai, on vous le dit depuis longtemps. De plus en plus qu'on avance dans le marché, de plus en plus que le crédit est resserré. Quand je parle de crédit, je parle de souscription SCHL, je parle de souscription bancaire. Mais ça ne veut pas dire que vous avez une acceptation SCHL, que la banque, elle, est d'accord avec ça. Et on a commencé à voir ça dans des dossiers où la banque nous repose des questions par-dessus la SCHL. Donc, c'est un resserrement naturel qui se fait dans le marché, étant donné qu'il y a une gestion de risque qui est à faire. Puis j'apporte votre attention encore plus loin. Ça, c'est beau, là. Ça, c'est des normalisations, des nouvelles normalisations. Mais quand on l'applique dans un portefeuille immobilier avec un taux de vacances déjà un petit peu plus élevé, avec des loyers peut-être, on parle d'un portefeuille immobilier locatif neuf, disons. Moi, je fais beaucoup de construction, mais on fait de l'existant aussi beaucoup au bureau. Puis il y a des fois, il y a des logements qui sont vacants et tout ça, fait que ça vient affecter. Quand on calcule la nouvelle prime, quand on calcule la hausse des normalisations, quand on calcule que la location va un petit peu moins bien, eh bien, les pro-forma, le portefeuille immobilier devient très serré. Donc, des dossiers de construction à 95 loan to cost, ou même la value n'est peut-être pas suivie, puis qu'on arrive à un CCD avec la prime, à un RPV, excuse-moi, à 102, puis qu'on a un CCD à 1.03, 1.02, ça fait mal. Ça fait 1.0, on est en dessous du 1.1, c'est ça que je veux dire, vous comprenez? Donc, le ratio d'ouverture de dette globale du parc vient d'être affecté juste avec ça aussi. Donc, des CCD à 1.05 ou 1.03, on va commencer à en voir. Puis quand on cumule tout ça ensemble dans le global, puis qu'on fait beaucoup de construction neuve puis de l'optimisation, ça va vite qu'il faut surveiller ces facteurs-là. Je pense que le dernier point que tu amènes est vraiment essentiel parce que c'est sûr que de base, on attaque souvent les dossiers en disant un immeuble, un proforma, puis là, bon, dépendamment dans quelle classe on se met, là, il y a autour de 100, 200 d'augmentation avec les chiffres que nous donnons, à coût de 35, 25 etc. Ça va vite. Mais pour un parc, effectivement, quand on est un propriétaire un petit peu plus gros, puis que les banques ne regardent plus uniquement les immeubles de façon individuelle, l'impact est immédiat, effectivement. Puis ça, on a peut-être un petit peu trop tendance à l'oublier des fois, alors qu'on ne devrait pas, justement, parce qu'on sait que de toute façon, une planification financière d'un parc en tant que tel, c'est pas juste un financement en soi. C'est le financement pour l'année 1, après ça, il y en a peut-être un autre l'année 3, puis un autre l'année 4, puis 2 l'année 5. Tout ça rentre en ligne de compte au bout de la ligne, parce que le RCD de parc devient super important. Exactement. Puis, la valeur d'emprunt que la SCHL reconnaît à l'interne, on le sait, c'est pas parce que vous soumettez un rapport d'évaluation avec une valeur marchande que c'est exactement ce que la valeur va sortir au niveau de la SCHL. Donc, eux, ils prennent le rapport d'évaluation, mais si le rapport d'évaluation est trop optimiste, ils peuvent réviser, eux, leur valeur d'emprunt à l'interne et de venir diminuer ou d'accepter aussi là, la valeur marchande reconnue par l'évaluateur. Dans un dossier, je donne un exemple de 10 millions, on a 9,5 millions, 9,6 millions de coûts de construction, on a 10 millions de valeur, on est déjà serré. La SCHL vient reconnaître une valeur d'emprunt un peu moindre parce qu'ils n'acceptent pas, disons, le PGA ou peu importe, on ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais ils diminuent notre valeur d'emprunt. Bien là, notre coût de construction devient similaire à la valeur. Automatiquement, on vient déclencher une performance locative. Et une performance locative, vous savez, c'est très pénalisant dans un projet de construction. Donc, souvent, ce qu'on va venir faire, nous, c'est, puis il n'y a pas beaucoup de courtiers qui savent ça, donc ça fait plaisir de vous partager cette info-là pour ceux qui pourront l'utiliser en souscription, mais de venir bien travailler ta valeur d'emprunt au cas où. Tu sais, dans le fond, de dire ta valeur marchande, OK, c'est beau, là, on l'a le rapport d'évaluation, mais nous, on va venir recruncher de façon pessimiste la valeur d'emprunt. Donc, on va venir dire, OK, moi, je pense que ça, c'est quand même un petit peu optimiste. Mettons, je le diminue un petit peu, ça. Puis là, avant de présenter le dossier, on s'assure que les barèmes sont bons et que ça fait du sens pour la souscription. Puis si jamais ça ne fait pas de sens, bien, on dit au client, retourne à la planche à dessin, tes chiffres peuvent ne pas fonctionner ou il pourrait avoir un problème à travers tout ça. Et ça pourrait faire en sorte de pénaliser grandement ton financement. Puis c'est difficile, le marché actuellement. Très difficile. Puis si ce que tu peux venir fine-tuner, il faut que tu le fasses. J'étais, je pense que j'en avais parlé lors d'un radar, mais j'étais conférencier au Forum immobilier avec un paquet de gros développeurs. Puis tous les développeurs disaient la même chose.
on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30 fine-tuning à faire pour qu'un projet fonctionne. Avant, c'était 2, 3. Maintenant, c'en est 30, 40 fine-tuning, puis peut-être même que ça ne passera pas, même en fine-tunant tout ça. T'sais. Ce qui aide beaucoup présentement, c'est Jean Boulet qui a repoussé l'entrée en vigueur du code du bâtiment, qui va venir en soi donner un coup de main au marché parce que ça allait. Ben, moi, personnellement, j'étais en légère dépression. Je fais des blagues, là. Je suis très optimiste, très positif dans la vie, mais j'ai le nez tellement proche des proformas à longueur de journée, j'y vois tous les projets de construction d'envergure, de moyenne d'envergure, de petite envergure, puis ça venait presque très difficile. Je ne savais pas comment qu'on aurait fait si c'était passé à ce moment-là. Pour l'instant, il a reporté d'1 an. Donc, on verra ce que le nouveau gouvernement, que ce soit la CAQ ou un autre, fera avec le dossier. Mais bon, on a gagné au moins 1 an. Ça, là-dessus, je suis d'accord avec toi. C'est déjà un bien métier. Mais je me souviens. Oh, excuse-moi, non, vas-y, je sens. Je me souviens pas si c'était avec toi ou avec Sacha, mais il y a quelques mois, on parlait de l'importance justement de préparer des financements en amont, puis qu'il y avait encore des constructeurs qui vous appelaient, des courtiers hypothécaires, alors que leur projet de construction était commencé. Trop tard pour optimiser. Là. Si tu arrives avec un scénario pessimiste où finalement tu peux avoir à rajouter 10 de mise de fonds et ça ne fera pas son affaire nécessairement, ça ne veut pas dire qu'il y a une liquidité parce qu'il n'est pas préparé en amont. C'est de le répéter, de le répéter, de le répéter. Il faut se préparer à l'avance, sinon on va se faire coincer complètement avec des surprises comme on a comme aujourd'hui, où on a à peine un délai d'1 semaine à peu près pour être capable de soumettre les dossiers à temps avant que les nouvelles normalisations s'appliquent. Sacha a tellement raison, puis on le répète, puis à un moment donné, ça devient redondant, puis les gens doivent dire « Ah, ils sont fatigants à dire ça », mais c'est vrai, c'est vraiment vrai. Puis, j'ai un projet de 360 unités qu'on est en train de faire, ça fait 1 an et demi qu'on travaille le projet. Là. 1 an et demi qu'on est sur la table à dessin avec les clients, à tout préparer, à faire les rencontres avec eux autres, d'assister, puis pas 1 an et demi temps plein, tu me diras, mais quand même, somme toute, on est impliqué de A à Z dans le processus. Puis, tu sais, on les informe des changements, on les informe, tu sais, on les tient up-to-date parce que c'est comme si tu essayais de naviguer dans un lac, un gros paquebot. Tu comprends? C'est comme, c'est tough, là. Tu ne peux pas revirer comme tu veux. Ce que je voulais dire. Si tu bâtis un 6, tu dis que ça prend 4 mois, 5 mois, bon, le financement, tu rajoutes ça. Si tu es malchanceux, tu tombes sur un timing comme on connaît aujourd'hui, ton dossier n'est pas suivi, puis là, tu vas être prêt avec une normalisation. Mais si ton projet est d'envergure, c'est sûr qu'il y a des changements pendant 2, 3, 4, 5 ans que ça prend à préparer, dépendamment du point de projet. Tu parles de 300 logements, ça fait déjà 1 an et demi. Il risque d'en avoir une autre année facile. Je voulais préparer l'impact. Vous voyez, je l'avais calculé, je l'ai calculé. Sur un 5 portes, 1 million de financement, puis là, bien évidemment, bon, je l'ai fait comme, c'était à la virgule près, là. C'est 1675 de hausse de dépenses par an. Sur 40, 45, 50 ans. Sur 40 ans, c'est 31 000 de pertes. Sur 45 ans, c'est 32 000 de pertes. Sur 50 ans, c'est 34 000 de pertes. Donc, si on va sur un 10 millions, mettons, pour voir l'impact un peu quand même, tu sais, 10 millions, là, tu ne fais pas grand-chose. Tu fais un 36 logements, tu sais, à peu près 36-ish. 10 millions, là, puis tu es à 219 000 pour 40 ans, 239 000 sur 50 ans. Et là, si je tombe dans le béton maintenant, 15, 20, 25 millions, mettons que je vais tout de suite à 25 millions, 100 portes, c'était 688 000 de pertes de financement, 722 000 de pertes sur 45 ans, puis 750 000 de pertes sur 50 ans. Ça veut dire que c'est 750 000 de liquidité de plus dans un projet. Ça veut dire que ton tri qui arrivait serré présentement vient encore de prendre une claque parce que tu dois injecter plus. Parce que présentement, ce qui se passe, c'est avant ce qu'on faisait, OK, les chiffres n'arrivaient pas grave, on avait de la place, le loyer pouvait le permettre. Maintenant, là, tu ne peux plus faire ça. Là, tu es dans les gratuités, puis tu es même dans la potentielle absorption très lente d'un projet. Donc, tu ne peux plus tweaker tes chiffres. À un moment donné, il y a une limite de jusqu'où tu peux aller. Puis, tu sais, le marché ne peut pas absorber ce qui se passe présentement. Donc, ce 750 000-là, c'est une liquidité supplémentaire que le promoteur va devoir injecter de sa poche. Quand tu prends le temps, tu sais, là, on parle de petits changements. Là, des petits changements, quand tu les cumules avec la prime, avec ci, avec ça, ben, c'est sûr que ça vient amener
quand même des gros points là, qui sont pénalisants. Là. Oui, parce que c'est ça, il y a eu dans le courant de l'année les nouvelles normes sur les primes en tant que telles, les bridges de construction à péage qu'ils ne voulaient plus faire. Fait que, quand on compte tout ça, ça va très vite, là, effectivement. Ouais. Puis l'efficacité énergétique qui rentre en compte le 30 septembre aussi. Donc là ça va. Là, on soumet beaucoup de dossiers en efficacité énergétique présentement qui vont soumettre avant septembre. Mais en septembre, attendez-vous à ce que les coûts soient quand même plus importants. Là, on peut parler de plusieurs milliers de dollars l'apport supplémentaire juste pour votre efficacité énergétique. Puis pensez pas que l'efficacité énergétique, c'est pas nécessaire. C'est une nécessité dans les projets de construction actuellement. Au taux actuel, on s'entend, au taux actuel, c'est une nécessité. Donc, pour finaliser sur ça, je pense que ceux qui se sont préparés d'avance sont les grands gagnants, encore une fois, dans ce changement-là. Ceux qui sont déjà dans les prêteurs au moment où on se parle, qui ont été en mesure de soumettre leur dossier, sont les gagnants aussi. Préparez vos dossiers pour l'efficacité énergétique avant la fin de l'été. Je pense qu'aussi c'est important, c'est des projets de construction. Les projets d'optimisation, c'est toujours le bon temps. Je vois des beaux projets aussi qui fonctionnent. Tu sais, il y a du négatif, mais il y a du positif aussi, dans le sens où l'existant est très intéressant présentement. On en fait beaucoup au bureau. Donc, c'est ça. Je voulais pas être trop négatif pour ma dernière présence au radar, mais je voulais quand même vous donner l'heure juste comme je fais depuis toutes ces années. Puis, je réitère, je tiens à remercier vraiment tout le monde qui m'a encouragé, les bons mots, tous les gens qui m'ont écrit. Puis, pour vrai, il y a une énorme portée au radar, beaucoup plus que vous pensez. Puis, merci sincèrement pour ces années-là. Un gros merci, Mathias. Un grand plaisir, comme je t'ai dit tout à l'heure, de collaborer avec toi. On va s'ennuyer, très certainement. Puis, je sais qui appeler si j'ai des questions, des précisions, ça c'est certain. Take care. On se revoit bientôt. Yes, c'est un plaisir. Merci tout le monde. Bonne journée.